Madame Nadia Aïdzaï, bonjour. Bonjour Sohila, bonjour messieurs. Alors, égalité, parité, au-delà des intentions et des discours circonstanciels, il faut des actes. Elles sont majoritaires dans beaucoup de secteurs. Il faut qu'elles émergent au poste de responsabilité conformément à la Constitution qui consacre aujourd'hui la parité pour l'accès au poste de responsabilité. Madame Nadia Aïdzaï. Oui Sohila, alors c'est assez complexe de parler d'égalité, de parité, d'accès des femmes aux postes de responsabilité. C'est vrai qu'il y a un tas d'articles dans la Constitution qui consacrent l'égalité devant la loi et qui met aussi dans l'obligation nos institutions à œuvrer pour à œuvrer ou à combattre les obstacles qui empêchent la construction de cette égalité, mais on va se rendre compte de l'égalité en droit, bien entendu, et on va se rendre compte dans la Constitution que l'on ne nous garantit pas l'égalité en droit. Nous avons l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que nous pouvons payer nos impôts comme le payent les hommes, mais l'égalité en droit a été réécrite, ce principe de garantie que nous avions dans la Constitution de 63 par exemple, a été donc rédigé dans le sens où notre État doit tout faire pour combattre les obstacles qui empêchent la construction de l'égalité. C'est que quelque part on reconnaît qu'il y a des inégalités pour lesquels nous devons faire un travail. Et l'égalité, effectivement, entre sexes suppose une égalité de droit, leur transcription dans les lois nationales, mais aussi lutter contre toutes ces inégalités. Nous sommes entre l'égalité de juré, de droit, et l'égalité de fait qui a tendance à ne pas se refléter, alors je le dis de manière générale, dans la réalité, dans la vie courante de la femme, parce qu'elle va faire l'objet de beaucoup d'obstacles sur lesquels elle va buter dans l'emploi, dans le travail, en politique, dans la famille. Et donc cette égalité qui doit se réaliser, qui doit être effective, suppose donc le combat des inégalités, mais aussi la levée des discriminations. Alors c'est vrai que ce sont des principes qui sont là, qui sont constitutionnels, qui sont retraduits dans les lois nationales, mais cette retraduction légale, dans les faits, a du mal à s'installer, à s'instaurer. Alors, lorsqu'on parle de parité, c'est tout un processus. Il faut construire l'égalité parce qu'elle est virtuelle. Comment la construire? Par des politiques publiques. Il faut effectivement combattre ces inégalités, donc il faut aller voir, malgré les politiques publiques instaurées par notre État, voir quelle est la situation de la femme dans la santé. Et pour ça, nous avons un programme national de santé qui est important et l'État a beaucoup fait pour cela. L'État a beaucoup fait pour l'éducation, puisque nous sommes presque à égalité petites filles, petits garçons dans la scolarisation des filles, même si plus tard on verra un peu de déperdition et même si plus tard on verra qu'il y a plus de femmes sortant de l'université, mais avec une difficulté de trouver du travail. Donc cette égalité se construit, et elle se construit donc en essayant d'aller vers la parité. Et ce que la Constitution prévoit comme parité, c'est une parité sur le marché du travail. C'est la seule expression, c'est le seul regard qu'a le constituant sur la parité, sur le marché du travail. Alors, cette parité sur le marché du travail, qui aurait pu s'étendre à la parité en politique, et ça a été fait dans la loi électorale, mais uniquement parité dans les listes électorales.
Et c'est un aspect que nous allons aborder dans un moment, mais en attendant, Madame Nadia Eitzai, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport à cette parité, promouvoir des femmes et renforcer son rôle dans l'action politique et socio-économique. La volonté politique est fortement exprimée, réitérée encore une fois par le président de la République qui en fait un engagement. Faut-il aujourd'hui, par exemple, voir accéder des femmes dans les hautes fonctions de l'État pour commencer graduellement à assurer cette, bien sûr, parité pour les postes économiques et à la fois politiques également. Madame Nadia Eitzai. Alors, la promotion des postes en politique ou même dans l'administration, soit elle relève d'une volonté politique, soit elle relève d'une loi. Alors, si elle relève d'une loi et si on se réfère à la Constitution... Il faut des applications. Pas uniquement, oui, qui parle par exemple de la parité sur le marché du travail. L'article constitutionnel instruit l'État, les institutions à mettre en place effectivement des mécanismes pour promouvoir les femmes à des postes de responsabilité et dans les entreprises et dans l'administration. Sauf que cet alinéa de l'article qui prévoit cela, donc de la parité sur le marché du travail, n'a pas été effectif, il n'a pas été suivi d'une loi. Il y a eu des projets de loi qui ont été présentés, mais c'est resté donc dans les tiroirs. Et j'espère que, effectivement, pour promouvoir plus de femmes dans les postes de responsabilité de décision, il faut que cet article constitutionnel qui parle de la parité sur le marché du travail soit concrétisé par une loi qui va être une loi qui va dire 30% de femmes ou 40% de femmes dans les postes de décision. Et je peux vous dire qu'avec la cohorte de femmes diplômées que nous avons, elles ont toute leur place pour occuper ces postes de responsabilité. Ça, c'est la loi. Maintenant, il peut s'agir d'une volonté politique dans le gouvernement, dans les institutions, où le politique va dire, eh bien, je vais prendre 10 ministres femmes pour 10 ministres hommes. Et là, nous constatons qu'à ce niveau, nous n'en sommes qu'à 3 ou 4 femmes ministres, c'est peu. Donc c'est pourquoi en politique, il faut aussi revenir vers le quota pour construire l'égalité et la parité. Parce que la parité dont parle la loi électorale, c'est la parité dans les listes de candidature, mais qui ne garantit pas le résultat. D'ailleurs, on l'a vu au Parlement, on l'a vu aux élections parlementaires. Avec le quota de la loi de 2012, nous étions à 147 femmes. Avec la parité, qui est un principe louable, parce que c'est vers cela qu'on doit arriver pour la parité en politique, qui n'est pas inscrite dans la Constitution, mais uniquement dans la loi électorale, il faut la construire pour que l'on n'ait plus les 32 femmes, les 8% 8% qui était déjà le chiffre que nous avions avant 2008 et pour lequel nous avons travaillé pour avoir ce quota. Donc, quelque part, on aurait pu garder la parité, c'est très bien, dans la loi électorale, dans les listes de candidature, mais garantir la parité ou un quota en gardant la loi de 2012. Il a fallu un simple article dans la loi électorale pour abroger la loi de 2012 qui aurait pu rester sur le quota. C'est celle-là qui permet la construction de l'égalité et arriver à la parité. D'ailleurs, la CEDAW, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination que l'Algérie a ratifiée et qui est publiée au journal officiel, nous donne les outils de construction de l'égalité. L'égalité en politique, dans l'article 7, suppose des mesures temporaires. Et les mesures temporaires sont, eh bien, on peut l'appeler le quota, on peut l'appeler autrement, mais des mesures temporaires qui disparaissent lorsque nous avons atteint la parité ou nous avons au moins atteint l'égalité. Mais pourquoi le quota est un passage obligé pour, bien sûr, assurer cette mesure temporaire dont vous parlez à l'instant, Madame Nadia Eitzai, sachant que certaines organisations féministes refusent le principe du quota? Non, je pense qu'il est nécessaire d'abord à l'échelle internationale et nationale, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes
dans ces instances politiques ou même administratives. Alors, pourquoi il y a très peu de femmes dans les postes politiques? Parce que les partis politiques sont le vecteur de la représentativité des femmes en politique. Donc, d'abord, il faut inciter les partis politiques à avoir plus de femmes. Et la loi sur les partis prévoit au moins 30% dans la direction du parti. Donc, ce qui est là réalisable, et ça a été fait. Et ensuite, le parti politique, la loi sur le quota, ou autrement, puisque le quota semble gêner pas mal de personnes parce qu'on le relie à la compétence, mais la loi sur le quota met le parti politique devant ses responsabilités, qui est celui de présenter des femmes dans les listes électorales, mais de faire en sorte qu'elles aient plus de chances pour arriver à des postes d'élus local ou national. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie entre, c'est-à-dire les intentions, la volonté et l'application concrète de certaines décisions sur le terrain, puisqu'en termes de chiffres et de statistiques, de nombreux secteurs, par exemple, comptent plus de 50% d'effectifs féminins, à l'instar, par exemple, de la santé, l'éducation et de l'enseignement. Elles sont plus de 60% sur l'ensemble des universités, diplômées chaque année, représentent pratiquement une majorité équivalente à 75%, sans compter bien sûr la contribution de l'élément féminin à la réalisation et l'exécution de divers projets de recherche à raison de 45% à travers bien sûr l'ensemble du territoire national. Est-ce que partant de ces statistiques, il faut aujourd'hui les concrétiser sur le terrain de telle sorte à permettre l'émergence des femmes à des postes de responsabilité, parce qu'au fond, rien ne se fait, rien ne se donne, c'est un combat. Oui, non, mais tout à fait. Les 60%, c'est le fruit de la politique publique nationale algérienne quant à l'éducation. La scolarisation pour tous. La scolarisation, donc, et ça obligatoire. Remonte déjà, absolument, ça remonte déjà à plus de 50 ans, 60 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mais vous allez vous rendre compte que ces femmes qui sont à 60% dans des postes sont des postes techniques ou d'exécution. D'entre elles, il n'y a à peu près que 10% de femmes qui émergent dans des postes de responsabilité, 10% de femmes qui sont visibles. C'est très peu. Et c'est là encore où le système de quotas doit être mis en place pour favoriser l'émergence des femmes à des postes de décision. Combien nous avons de femmes recteurs à l'université? Il y en a une, peut-être, une sur tout le territoire, c'est peu. Combien de femmes avons-nous PDG? Combien de femmes avons-nous responsables, maires ou présidentes d'APC ou présidentes de wilaya? Une seule, même parmi les ou autre. Donc ça, il faut qu'il y ait une politique publique qui veuille construire l'égalité, et cette égalité ne se construit que par des mesures temporaires qu'il faut avoir le courage de prendre, il faut avoir le courage de revenir au quota. Le quota n'est pas un instrument qui doit déranger, au contraire, c'est un instrument qui construit l'égalité pour arriver à la parité. Alors, Maître Nadia Aïtsaï, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à l'émergence des femmes au poste de responsabilité, consacrer bien sûr cette parité qui est aujourd'hui dans la Constitution, en promulguant bien sûr des textes d'application pour trouver les mécanismes à mettre en place pour assurer cette parité, puisque nous avons donné quelques indicateurs chiffrés sur bien sûr la majorité des femmes qui sont dans certains secteurs où elles sont plus nombreuses, à hauteur de 65%, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'enseignement supérieur et d'autres postes également, par exemple dans le domaine aussi du journalisme. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, vous êtes à la fois présidente de la Fondation pour l'égalité. Un travail a été élaboré par votre fondation par rapport à cette parité.
Alors d'abord par rapport à l'égalité, je vous dis la parité C'est c'est vrai. l'ultime C'est l'aboutissement. valeur à laquelle nous allons arriver lorsqu'on aura atteint cette égalité. C'est le parachèvement d'un processus et je vais vous dire, le représentant des Nations Unies vient de déclarer qu'au stade où nous allons, parce qu'il y a un recul net des droits des femmes dans le monde et même chez nous, il faut 350 ans pour que les droits des femmes soient effectifs et pour que l'égalité soit effective. Donc, c'est vous dire que On sera pas là. l'égalité se construit et elle doit se construire par les textes, par la révision des textes. Nous commençons à le faire en Algérie. Nous l'avons fait avec la révision du Code de la famille, puisque l'égalité en droit et devoir a été introduite dans les relations entre époux, dans la gestion du ménage. Ce n'est pas suffisant. Nous retrouvons l'égalité aussi dans l'âge au mariage, mais la discrimination, combattre la discrimination, nécessite une politique publique, nécessite une prise en charge rapide, une discrimination que l'on peut retrouver à l'embauche, que l'on peut retrouver dans le processus d'évolution de la carrière d'une femme, dans son travail, dans son milieu du travail, le harcèlement sexuel, dans le respect de ses droits, du congé de maternité et autres, dans l'égalité salariale. Je peux vous assurer que si on faisait un bilan de cette situation, nous allons nous rendre compte que, nous allons nous rendre compte et nous nous sommes déjà rendus compte, puisque nous recevons des femmes qui ont des problèmes dans le milieu professionnel, il faut faire un travail d'abord de bilan et ensuite assurer cette égalité professionnelle, cette égalité en salaire, dans le recrutement et autres. Ne pas se laisser aller à mettre les préjugés comme élément ou comme condition dans le recrutement, dans l'évolution de la carrière d'une femme en milieu professionnel. Mais si on devait dire les choses franchement, maître Nadia Aïdzaï, est-ce que les femmes subissent cette discrimination de par le fait d'être des femmes et éventuellement des mamans? Bien sûr. D'abord parce qu'elles ont cette difficulté à allier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Mais elles le font très bien, malgré la difficulté. Non, je veux bien. Elles le font très bien parce qu'elles font recours à je ne veux pas dire des subterfuges, mais elles vont à des alternatives. Elles vont chercher une nounou, elles vont chercher elles sollicitent donc la famille pour garder les enfants. Non, je crois qu'il faut assurer à la femme travailleuse et à l'homme aussi, parce qu'il peut lui aussi assurer la garde, il peut assurer la surveillance de l'enfant. Il faut assurer les mêmes droits à l'homme et à la femme dans cet accès au travail, mais aussi dans la facilitation au travail. On avait fait avec le ministère de la Solidarité dans les années 2014-2015, juste après la révision constitutionnelle, donc où l'État devait tout faire pour assurer à la femme ses postes de responsabilité. Donc il faut rapprocher les femmes de leur lieu du travail, assurer le transport, construire des garderies, assurer une garderie, assurer les promotions. Donc tout cela avait été mis dans cette charte de la femme travailleuse. Il faut revenir vers ces instruments, parce que ces instruments sont des instruments non pas liés uniquement à un seul ministère, mais ils sont liés au ministère de la Solidarité, donc ils sont intersectoriels, ces instruments, solidarité, travail, protection sociale, santé, pour permettre à la femme de réaliser pleinement ses objectifs et dans cette conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et c'est vrai que la vie familiale va faire en sorte que par le biais du code de la famille, la femme hésitera à aller travailler. La femme n'aura le choix que parce qu'on lui a dit quitte ton travail, de revenir au domicile. Et d'ailleurs, on l'a vu dans une enquête sur les opinions qu'ont les Algériens
main sur le travail des femmes, alors que c'est un droit constitutionnel, alors que c'est un droit que l'on protège dans le contrat du mariage, alors que l'État éduque les filles, envoie les filles à l'école, à l'université, elles sont plus nombreuses, et on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail est conditionné. La réponse des Algériens, oui, la femme peut travailler, mais il y a ce mais qui doit disparaître, alors que dans notre politique publique et dans tout ce que l'Algérie a construit pour les femmes dans ce pays, ce mais ne doit pas exister, doit disparaître, en ce sens que le travail doit être un projet de vie et non pas une condition. Et ça, c'est important. Mais est-ce qu'on peut considérer que le premier acte de discrimination, c'est le code de la famille, Madame Absolument, mais ça, nous l'avons toujours dit. Il faut aller vers son abrogation impérativement. Écoutez, on est en train de changer toutes les lois. Absolument, non, mais on a commencé à changer le code de la famille déjà en 2005. Moi, je parle de déconstruction des relations inégalitaires dans le code de la famille et le reconstruire dans le sens de l'égalité. C'est ce qui a commencé à être fait. Absolument. Le rendre conforme à la Constitution, le rendre 2020. Conforme aussi aux conventions internationales que nous ratifions, de par la hiérarchie des normes que la Constitution consacre. Oui, la Constitution de 2020 a apporté beaucoup d'espérance et d'engagement que devrait prendre en compte aussi bien notre législateur que les administrations, que les employeurs, pour promouvoir la participation des femmes. Si nous avons des entreprises, qu'est-ce qui empêche les entreprises, et vous avez des entreprises privées qui le font, d'instaurer la parité dans les conseils d'administration? Ça, ils peuvent le faire. Ça, oui, je peux parler de parité. Parce que j'ai des femmes directeurs dans des entreprises, dans l'administration, eh bien, je mets dans un conseil de direction la parité homme-femme. C'est un moyen de susciter l'intérêt pour la femme qui a les mêmes compétences que l'homme, si ce n'est parfois plus, sauf que c'est elle qui se diminue en disant « je ne suis pas capable, je ne peux pas aller, j'ai peur de la responsabilité, je ne peux pas concilier vie professionnelle et vie familiale ». Donc il faut que l'administration mette en place des règles pour protéger les femmes contre tous ces obstacles et contre le fait, et surtout pour réaliser le fait que l'État nous dit, dans la Constitution, l'État doit lever tous les obstacles qui entravent l'exercice de l'égalité dans l'effectivité des droits socio-économiques et politiques. Sauf que les différentes constitutions que nous avons depuis un certain temps omettent de parler des droits civils. Et où se trouvent les droits civils? Ils se trouvent dans le code de la famille. Et pourquoi cela? Parce que l'Algérie, en ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, a émis des réserves sur l'article 16 qui mentionne les droits des femmes dans la famille. Alors moi je dis, il y a quand même cette ouverture d'espoir et c'est pour ça qu'il faut revenir vers la révision du code de la famille. On ne peut pas aller vers des droits effectifs si dans la famille, la capacité juridique des femmes est encore mise sous tutelle. Et bien sûr, ici, vous avez aussi 52% de la population qui est mise en marge. Alors, faut-il aller impérativement vers l'abrogation de ce code de la famille, puisque nous sommes dans un renouveau de l'Algérie? On parle d'une Algérie nouvelle qui est fondée sur de nouvelles bases comme celle qui est énoncée dans la Constitution de 2020, c'est-à-dire la parité. Pourquoi pas? Vous savez... on a ouvert tous les chantiers. On a ouvert tous les chantiers. On a ouvert tous les chantiers. Il faut avoir le courage politique de le faire. Il faut avoir le courage politique de le dire. Nos gouvernants doivent avoir ce courage politique de nous dire « oui, nous allons revoir les textes qui comportent une discrimination et de les reconstruire en y introduisant l'égalité en droit, l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. »
nous parlons de droits, nous ne parlons pas d'autre chose, les rendre effectifs. Donc, si il y a cette volonté politique qui est là aujourd'hui pour dire « je revois le code de la famille », quand je dis « je l'abroge pour en construire un autre. Je l'abroge pour en rédiger un autre. Je peux abroger le code de la famille d'aujourd'hui, celui que nous avons. Cela suppose que l'on va réécrire un autre code et de rééquilibrer les relations familiales, c'est-à-dire les relations hommes-femmes, dans l'égalité. Ça a commencé, il faut continuer à le faire. Dans l'entretien, il n'y a pas que l'homme qui doit entretenir. Si la femme ne travaille pas, il faudra évaluer le travail donc de la femme dans la famille, parce qu'elle ne travaille pas. Il faut prendre en compte aussi le travail des femmes, travail professionnel, parce qu'elle a un salaire. Donc il faut revoir même dans l'entretien de la famille qui se fait aujourd'hui dans le fait, mais cet entretien pèse sur l'homme, pèse sur l'époux. Même si aujourd'hui la notion de chef de famille et devoir d'obéissance ont disparu du code. Voilà quelque chose de bien aussi. C'est cette tentative de vouloir construire l'égalité en droit, mais dans les faits aujourd'hui, beaucoup d'Algériens vous diront l'homme est toujours chef de famille et la femme doit toujours obéissance. La isma est encore bien incrustée dans les mentalités alors que l'État construit un citoyen qui a les mêmes droits, un citoyen à qui on donne les mêmes chances, un citoyen qui a accès aux mêmes droits, femmes et hommes. Et ça, c'est important. Et c'est cette égalité des chances qui est importante. Il faut la réaliser dans les faits et dans la pratique. Mais au-delà, bien sûr, de cet aspect, il y a aussi l'article 61 qui pose aussi beaucoup de problèmes pour la question en cas de divorce. La garde pourrait être, bien sûr, retirée de la maman en cas où elle se remarierait. On a tendance à penser que les ex-époux ont une nounou à vie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, Madame Aïdzaï ou Maître Aïdzaï, par rapport, bien sûr, à ces questions, nous avons vu aujourd'hui, statistiquement, que certains disent aujourd'hui, et c'est la question de l'auditeur, que l'Algérie doit son salut à ces femmes qui étaient à l'avant-garde de tous les combats qu'a traversé l'Algérie depuis, bien sûr, le 18e, 19e siècle, contre le colonialisme et contre aussi l'intégrisme et toute forme de division de la société. Il faut aujourd'hui garantir aux femmes tous ces droits. Madame Aïdzaï, dans cette Algérie nouvelle, avec une approche nouvelle, une vision nouvelle? Mais bien entendu, je pense que, les femmes doivent être visibles. Deux, mais comment les rendre visibles? Voilà. Comment les on rendre dit visibles? qu'elles sont toujours invisibles parce qu'elles ne veulent pas se montrer. Est-ce qu'elles ne veulent pas se montrer ou on ne veut pas les montrer? D'abord, on n'a pas à montrer. On n'a pas à montrer. La femme est là. Mais quand vous avez une femme dans la direction de Sonatrach, dans celle de Sonelgaz, quand vous avez des femmes à la tête de l'Hadjar, quand vous avez par exemple la dame, qui est une grande dame, à la tête de Saïdal, une des seules entreprises industrielles, une autre femme qui est aussi au niveau de Sider, Mittal, par exemple, qui a réussi à réaliser des chiffres extraordinaires en matière, bien sûr, de performance économique au niveau de son secteur. Si on les rend beaucoup plus visibles, donc on peut trouver des femmes qui sont à la hauteur des responsabilités. Puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit absolument, comment concilier quotas et compétences. Voilà, je fais un état des lieux. Je fais un état des lieux de la présence des femmes dans les postes de décision. Elles sont partout, même à la DGF et d'autres secteurs. Voilà, également. On le dit. Donc je veux des chiffres. Il faut avoir des chiffres. Elles existent, oui, c'est ça la visibilité. Mais aussi, il faut aller au-delà de ces chiffres, promouvoir l'accès des femmes. Il ne suffit pas d'en mettre quelques-unes. Et on l'a mis à quoi? À la faveur d'un quota? On l'a mis à quoi? À la faveur d'une volonté politique? Compétence aussi, Madame Mais Sohil Al-Hachmi, la compétence va de soi. Je ne vais pas mettre une femme qui a un certificat d'études dans un poste de directeur dans une société telle que Sonatrach. Je la mets, mais par contre, j'ai des milliers de femmes diplômées qui n'ont pas accès à ces postes de responsabilité. Je dois susciter
cette promotion des femmes dans ces postes de responsabilité. Et aujourd'hui, ces entreprises se féminisent. Donc, si elles se féminisent, elles sont à plus de 60% de femmes dans ces entreprises, peut-être à plus de 40% ou 50% qui ont des diplômes. Pourquoi avons-nous uniquement peut-être que 10% d'hommes et ce sont eux qui dirigent? Non, je dois instaurer, alors oui, la parité dans l'administration, la parité en politique. Mais si elle ne vient pas de soi, cette parité, ce n'est pas parce que je le déclare. Eh bien, je mets un instrument, une mesure temporaire. Pourquoi une mesure temporaire? Parce que d'abord, j'incite, à une éducation, à une culture de la présence des femmes. C'est comme ça que je les rends visibles. Je les rends visibles parce que moi, entreprise, j'ai une politique. Parce que moi, politique, gouvernant, j'ai une politique claire, nette, de l'égalité des chances. Je ne l'affirme pas, je la réalise. Et je le fais et je vais jusqu'au bout. Si je n'ai pas offert ça à mes citoyens, eh bien, nous resterons encore peut-être non pas 350 ans pour arriver à une égalité, mais peut-être plus d'un siècle. Et non, nous avons les instruments, nous avons les mécanismes, nous avons la loi. Il y a la volonté politique. Il y a la volonté. Le président de la République, il l'a dit, la femme est un pilier de l'Algérie nouvelle. Absolument. Eh bien, allons-y. Transformons ça en politique publique, transformons ça en loi. Alors, autre question, comment aujourd'hui, par exemple, concilier quota, puisque vous y dites que c'est un passage obligatoire, ou transitoire, pour accéder bien sûr à cette égalité et cette parité, comment concilier quota et compétences? Madame Aïdzaï, parce que dès qu'il s'agit de femmes, on parle de compétences. C'est valable pour les hommes aussi, la compétence. Oui, mais il ne faut pas aller dans ce débat. Le quota est... C'est la question de l'auditeur. Oui, il faut faire comprendre à l'auditeur que le quota, et on ne va pas s'enfermer dans ce mot, on va aller vers la mesure temporaire. Une mesure temporaire, c'est un mécanisme transitoire qui disparaît dans le temps lorsque j'aurai construit l'égalité en politique, dans le travail ou autre. Cette mesure temporaire me permet de rééquilibrer les rapports entre les hommes et les femmes. C'est un outil, me permet de réaliser l'égalité en droit. Si je ne l'ai pas fait, c'est nécessaire. Mais la compétence, mais bien entendu, vous le dites, elle est valable pour l'homme, elle est valable pour la femme. Mais moi, là, le quota suppose que les femmes que je vais encourager ou que je vais à qui je vais permettre d'arriver dans ces postes sont des femmes compétentes. Alors, vous avez autre question que je considère très pertinente, Madame Maître Nadia Aïdzaï, par exemple. Il faut commencer déjà par séparer solidarité de la condition féminine. Ah, mais moi, je l'ai toujours dit. Il faut aujourd'hui revenir à un ministère de l'égalité, un ministère de la condition des femmes, de la famille, parce que aujourd'hui, et j'ai le regret de le dire, depuis 3 ans, il n'y a rien qui se fait pour les femmes. La question femme, même s'il y a des velléités politiques, la question femme n'a pas été suivie d'une politique claire et nette. Et lorsque nous avions un ministère délégué à la condition féminine, moi je dis aujourd'hui, il faut un ministère de souveraineté, pas uniquement délégué. Lorsque nous l'avions, beaucoup de choses ont été faites. On a pu modifier la loi pénale pour l'incrimination des violences conjugales. On a pu faire une stratégie nationale de lutte contre les violences. On a fait des politiques publiques d'insertion, des stratégies d'insertion économique des femmes. Je peux vous assurer que lorsque il y a un ministère, eh bien, il y a un travail de fait. Mais je peux vous dire, Souhil Al-Hachmi, aujourd'hui, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de l'égalité. Moi, je dis aux citoyens et même aux auditeurs qui nous écoutent, l'égalité ne suppose pas transgression de la femme
de certaines valeurs ou autres. Nous parlons d'égalité en droit. Si l'homme a le droit de divorcer, j'ai le droit de divorcer. Si l'homme a le droit d'occuper un poste, j'ai le droit d'occuper un poste. Si l'homme a le droit de sortir, j'ai le droit de sortir. Et voilà, on peut en décliner des centaines de droits, et c'est pourquoi il faut combattre les préjugés, la discrimination et avoir une volonté politique. Elle existe, suivie de politiques publiques et de révision des lois nationales qui ne retraduisent pas les intentions ou les outils mis par la CEDAW. Et il ne faut pas avoir peur de la convention de la CEDAW, de la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination, parce que la CEDAW ne vient que confirmer nos droits sociaux, économiques, politiques et culturels et civils. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, ou c'est une remarque plutôt de l'Algérie, a fait beaucoup pour la femme, à titre d'exemple, dans les administrations, on trouve les femmes qui travaillent plus que les hommes, et c'est ce que nous déplorons. Elles peuvent à la fois accéder à des postes de responsabilité, et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, nous avons vu par rapport au code de la famille, tout le monde revendique son abrogation par rapport à ces titres, à certains aspects qui sont inopérants concrètement sur le terrain, comme par exemple le paiement ou le versement de la pension alimentaire. Un fonds avait été mis en place il y a quelques années pour substituer bien sûr, par exemple, au non-versement de cette pension par exemple le père. Aujourd'hui, on a clôturé ce fonds, on met en place un nouveau mécanisme. Comment mettre en place un nouveau mécanisme qui assure, c'est-à-dire le versement de cette pension alimentaire, qui est un droit? Ah oui, absolument. Il divorce avec l'épouse, mais pas avec les enfants. Voilà, c'est la pension alimentaire qui doit être versée, qui est une obligation de l'ex-époux, du père. C'est universel, c'est pas parce propre à l'Algérie. qu'effectivement, c'est un droit de l'enfant. C'est vrai, il y a des mécanismes pour le non-versement, des mécanismes de sanction, mais cette procédure est assez longue et éreintante pour la mère qui est obligée de constater le non-paiement. Le fonds de garantie de la pension alimentaire était venu un peu soulager toute cette procédure longue que suit la mère et qui est très coûteuse. Donc ce fonds, on a toujours dit que c'était un droit de l'enfant. Et voilà encore comment on lie le droit de l'enfant au droit de la mère, parce que c'est elle qui va élever. Et on ne parle pas du droit du père avec le droit de l'enfant. Voilà. Donc là c'est elle qui élève, c'est elle qui va éduquer, et elle doit recouvrer cette pension alimentaire qui est un droit de l'enfant. Le fonds est venu pour soulager la difficulté qu'avaient les femmes pour recouvrer cette pension alimentaire, ce droit. Alors, il a été créé. Il y a 2 ans, il me semble, ou il y a 1 an, on ne l'a pas supprimé, mais il a été fondu dans le fonds de la solidarité. Je crois savoir qu'il continue à fonctionner, mais sur le fonds de la solidarité, donc sur cet argent ou ce capital que gère le fonds de solidarité. Moi, je pense que ça a été une erreur de l'abroger, je ne sais pas, mais en tout cas de l'avoir fondu dans le fonds de la solidarité. Il fallait au contraire l'améliorer, le construire, parce que la procédure, même si elle était légère, plus simple à faire, mais elle était aussi coûteuse, il fallait une ordonnance du président du tribunal. La femme a toujours besoin d'un avocat. Trop de lenteur. Trop de lenteur, une procédure longue. Donc, je pense qu'il faut revenir vers ce fonds de garantie de la pension alimentaire, le sortir du fonds de solidarité, parce qu'on protégerait mieux les femmes et on protégerait mieux les enfants. Maître Nadia Aïdzaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, et bon Soumila, courage pour le travail que vous êtes en train d'engager. Merci infiniment, merci aux auditeurs.